Bonjour mes amis, continuons à explorer ce monde merveilleux. Donc, je fais un voyage en voiture. Je suis arrivé à Camargue. C'est le sud de France. Je suis arrivé le soir et j'ai installé une tente. Et puis les moustiques sont arrivés. Il y avait vraiment beaucoup de moustiques. J'ai changé d'avis et j'ai retiré la tente. Je l'ai mis sur le toit de ce château. Et ici, il n'y avait presque pas de moustiques. J'ai passé la nuit dans le château. Le château s'appelle Tour Vieille. Il était construit en 1600 et quelques années. Le château a réussi à s'effondrer et a déjà été légèrement restauré. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a été nécessaire de construire ce château ici, car il n'y a que des marécages et des moustiques tout autour. Si vous montez et regardez le château du haut du vol d'un drone, vous ne verrez pas les réponses. Mais si vous montez plus haut et regardez la map, vous pouvez voir le lit de la rivière. Près du château se trouvait la ronde et le navire l'Olanger. Et le château n'est pas du tout un château, mais une tour d'observation des tampons. Il s'agit d'une ancienne installation militaire de surveillance de l'accès des navires au delta du Rhône et au port d'Arles. Puis le fleuve change de course, le Rhône se trouve à 5 km de la tour et la nécessité d'une poste d'observation disparaît et la tour est devenue une maison de ferme jusqu'au milieu du XXe siècle. Lorsque la tour fut presque entièrement détruite, elle fut rebaptisée Château Tour-Vieille et rénovée pour les touristes, les vents et les moustiques. Il n'y arrive pas ici qu'il n'y a ni vent ni moustiques. Ici c'est toujours du vent ou des moustiques. Parce que c'est un endroit comme ça. Ici le Rhône se jette dans la mer Méditerranée. Il est divisé en petites et grandes Rhônes. Il y a donc beaucoup d'eau, de nombreux canaux et de nombreux marécages. C'est ici que se trouve le parc national de Camargue. Ici, sur ces étendues infinies d'eau et de terre, se trouve un petit village. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de communication là-bas. Pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. Et j'ai vu y aller voir. Elle est déjà relativement proche. D'ailleurs, si vous avez du basilic, vous pouvez l'emporter. Des basilics avec vous et les moustiques s'envoleront. Je m'en suis souvenu que lorsque les moustiques ont commencé à piquer moi. Méthode efficace, les Arabes ont enseigné. Allons découvrir la Camargue. Mais d'abord, rencontrons les voyageurs. Il n'est pas loin. Il a fait un grand voyage à vélo de Paris en Afrique. Fantastique. Bonjour mon ami. Bonjour, Tu as voyagé avec vélo? depuis Paris À où? jusqu'en Algérie. J'ai passé déjà peut-être 1000 km Jusqu'à ici. Et tu dois? jusqu'à ici et pour aller jusqu'en Algérie et revenir après en France. Peut-être qu'il me reste 3000, 4000 km, quelque chose comme ça. Mais pourquoi? Pour réparer un instrument de musique qui s'appelle le oud. Et normalement, si l'univers et la vie le veulent bien, je trouverai sur mon chemin un luthier pour réparer mon instrument. C'est un des plus vieils instruments du monde. Ça s'appelle le oud. En Europe, on va plutôt appeler ça le luth oriental. C'est l'ancêtre du luth de l'époque contemporaine. En fait, c'est quand les Maures ont envahi l'Espagne puis la France, ils ont amené aussi un peu de leur culture et de leur instrument qui s'appelle le oud. On s'est inspiré pour faire le luth. Et le oud, on ne sait pas vraiment d'où il vient, de quand il date, parce qu'il y a beaucoup de peuples et beaucoup de cultures qui l'utilisent depuis très longtemps. Et voici le oud.
que j'ai bien protégé dans une belle pochette assez dure pour qu'il puisse m'accompagner tout au long de mon voyage. Et le oud et le vélo, les deux s'appellent Veloud. Magnifique. Malheureusement, si je vous montre, vous allez rien voir parce que, comme je vous ai dit, pour protéger l'instrument, j'ai mis dans du plastique, dans du papier bulle, après de la mousse. Donc je peux ouvrir, mais on verra pas grand chose, quoi. Et après, en Algérie, tu peux peut-être ouvrir et commencer à jouer. Voilà, si tout se passe bien, je peux l'ouvrir en Algérie, le réparer et apprendre à jouer. Tu jouais bien? Et j'ai jamais joué. Mais on va apprendre. Mais sur YouTube, vous pouvez trouver des courses auprès d'une professionnelle. Le haut seul. C'est la façon vraiment la plus simple pour les débutants. On peut le faire bien sûr d'une façon professionnelle. Bon courage! Bon, mon fils, À la prochaine, c'est parti, hein. c'est parti. Allez, fais attention à toi surtout, il donne des nouvelles, hein. Regarde devant, va. Putain, quelle galère. Je suis parti de Paris et j'ai été à Marseille, jusqu'à Marseille. J'ai suivi d'abord la Loire. La Loire, je l'ai suivi jusqu'à un petit peu avant Saint-Étienne. Et après, j'ai rejoint le Rhône en passant par le massif du Pilat, à côté de Saint-Étienne, très très joli. J'ai monté le col à 1200 mètres, le col, très dur, avec le vent de face. J'ai toujours eu le vent de face depuis que je suis parti. Mais le vent, c'est mon ami, donc il n'y a pas de souci. Encore aujourd'hui, vous pouvez entendre le vent, toujours avec moi. Le vent de ton ami, comme il souffle à dos, n'est-ce pas? Ouais, mais quand il souffle aussi en face, c'est mon ami, c'est toujours mon ami. Et après le massif du Pilat, j'ai rejoint Valence et j'ai suivi le Rhône jusqu'aux Bouches du Rhône, comme on appelle ça, donc jusqu'à Marseille. En passant par le massif du Luberon, très très joli, avec des petits villages sympas. Et après j'ai été jusqu'à Marseille et là pour la suite je vais longer la mer Méditerranéenne. Je vais longer la mer Méditerranéenne en passant par Montpellier, Béziers, Perpignan. Après je rentre en Espagne et je suis toujours la mer Méditerranée, Barcelone jusqu'à Valence, où là je prendrai un bateau pour aller en Algérie. Algérie, quelle ville? Tu iras à quelle ville? J'arrive avec le bateau à Alger et après je vais à Béjaïa en Kabylie. Et à Béjaïa j'ai des amis là-bas et je vais rester quelques jours avec eux et après je vais descendre à Sétif, toujours en Kabylie. Pour faire mon voyage. Ah con. Juste un peu trop. Ah mon dieu. On dirait on est à l'armée là, vraiment c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Et il va devoir faire combien d'allers-retours encore? Et moi donc. Putain de merde. Pour voyager comme Oh ça, là là c'est là là difficile? là là. On verra. Au début, c'est difficile le début. Le plus difficile, c'est de tout quitter. De lâcher le confort, de lâcher les proches, la famille, les amis, la douche, le chauffage, le café, de la machine à café. Mais une fois que tu as décollé, c'est de plus en plus facile. La vie te facilite les choses, tu rencontres beaucoup de belles personnes, tu rencontres la générosité, le partage.
l'hospitalité. Et bon, disons que le mental s'habitue et le mental devient plus confortable et il accepte les choses, peu importe ce qui se passe. Le dur, le facile, le plaisir, la joie, les rires, la tristesse. Combien de jours tu es en route? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines maintenant. Et tu dors toujours où? Souvent c'est ça. C'est la tente. Bivouac, comme on appelle ça. Un petit peu partout où je trouve. Dès que l'endroit où j'arrive me parle et que je me sens en sécurité et que c'est joli, je pose la tente. Mais souvent aussi je rencontre des gens qui me proposent de venir passer la nuit chez eux. Et souvent je suis très bien accueilli. Donc ça dépend des jours. Des fois je dors dans la tente, des fois je dors dans un lit. Et j'ai dormi dans un garage aussi. Des fois il y a des bâtiments abandonnés aussi, on peut se mettre dedans. Donc c'est chaque jour une nouvelle aventure et chaque jour je ne sais pas où je vais dormir le soir. Et c'est la journée qui me donne la réponse. Pour vivre heureux, il y a juste besoin d'être heureux dans son cœur et dans sa tête. Après le reste, il n'y a pas besoin de reste. Il suffit juste d'être là, de ressentir les éléments, de contempler les paysages, de discuter avec les gens et d'être soi-même. C'est tout, c'est la seule recette pour être heureux. N'oubliez jamais, il faut toujours remercier les lieux qui nous ont accueillis. Ainsi, Et voilà, tu dois partir. ça y est. Je te souhaite bonne route et bon voyage. Merci pour tout mon ami. À bientôt. Bon voyage. Comme ça. Ciao. Take
Malgré cette route, je suis arrivé au village. Le village, le voici. Commencez ici. Je n'ai pas conduire à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être imprudent. Je serais désolé s'il me chassit immédiatement d'ici pour mon impolitesse. Et le village, le voici. Je suis au centre. C'est le centre. C'est le centre du village. Il n'y a personne. Personne, rien. Eh bien, je sais que 3 personnes vivent ici en permanence. Je dois trouver un moyen. Je vais chercher. C'est probablement les armoiries du village. Oh, je vois un homme. Courons. Vous habitez ici toujours? Oui, bon, ça fait 50 ans que j'habite là. Je suis pêcheur. Les poissons vivent de l'eau, mais l'homme sait s'adapter. Par conséquent, il est difficile de dire que le village de Boudouk est situé sur terre. Mais il n'est pas de la mer. Il est à la frontière de la terre et de l'eau. Parfois, lorsqu'un vent fort souffle de la mer, le niveau de l'eau monte et l'eau partout dans le village. Puis le vent souffle du nord et l'eau s'en va, mais laisse des traces derrière elle. Il y a du sel partout ici. Oui, c'est du sel. Il y a du sel ici. Pas besoin d'acheter du sel au magasin. Le sel de Camargue est le meilleur sel de France. Encre rouillé. Quand on habite près de la mer, on a ses propres charmes. Le soleil, la mer, la pêche. Mais il y a aussi des difficultés. Les métals rouillent, et pas seulement. Des vents forts soufflent souvent ici. Le niveau de l'eau de la mer augmente constamment. Vous ne pouvez arriver ici que par un seul chemin de terre, qui est également périodiquement inondé. Dans de telles conditions, personne n'allait construire un village ici. Mais les pêcheurs qui pêchaient à proximité avaient besoin d'un endroit pour se reposer. Et vous arrivez ici était rien ou ici il y a quelque chose? 4 ou 5 cabanes. Il y avait 4 ou 5 cabanes, pas plus. Et après, vous comprenez que vous restez habiter ici? Oui, parce que moi, mon métier, c'est pêcheur, oui. Avec le bateau et les filets. Oui. Je suis pêcheur. Il y a 50 jours, je reste à vivre ici et devant les premiers habitants du futur village. Et vous êtes très forte que vous arriverez ici. Ah oui. Oui. Bientôt, il y a eu plus d'habitants épris de liberté. Les futurs habitants du village ont été séduits par l'idée de vivre à la frontière de l'eau et de la terre, de la nature, loi de civilisation et bienfait de civilisation. C'est cool d'avoir sa propre arche à bout du monde. C'est ma maison de vacances, de week-end, pour sortir du système français ou sortir de la vie française où il faut acheter, consommer. Là, nous sommes dans une philosophie où on vit dans une maison avec la simplicité, le confort minimum, mais là, des vraies choses de la vie, un vrai confort et des choses simples. Oh, dans la maison, vous avez tout, et lave-machine, comme ça? Le réservoir, le frigo et les chambres pour vivre, le poêle pour l'hiver. Le minimum pour être heureux, ça suffit. À l'intérieur de la maison, il y a tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable. Il y a une cuisine et tout l'équipement nécessaire pour cuisiner. La principale réussite du siècle dernier est l'électricité. De notre siècle, les lignes électriques n'ont plus besoin.
Des panneaux solaires sont installés sur les toits. Ils sont connectés à des batteries. Et chaque famille est également propriétaire d'une petite centrale électrique. Cela permet à la famille d'être plus libre du paiement de ses factures. Surtout pendant les périodes où la maison vide attend son propriétaire. Pas besoin de payer des frais d'abonnement. La même situation s'applique au paiement des factures d'eau. Le village ne dispose pas de son propre système d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Des toilettes biologiques et des toilettes à compost sont installées ici. L'eau potable doit être apportée du continent. Et de l'eau pour les besoins domestiques, avec une histoire intéressante aussi. On a des réservoirs derrière la maison qui récupèrent la pluie et pour l'électricité, c'est tout solaire avec les panneaux solaires. Il y a de tels réservoirs dans tous les villages. Et l'eau des toits, il coule directement. Mais je pense qu'ici, dans la sud, il n'y pleut pas beaucoup en été. Donc, il ménageait l'eau ici. Il protège non seulement l'eau ici, il protège aussi les relations de voisinage. Les voisins s'entraident, viennent à la rescousse. En été, ce village tranquille se transforme en grande commune. Environ 200 personnes se rassemblent ici, et les 70 maisons sont remplies de monde. Et chacun trouve quelque chose à faire selon son avis. Et vous pêchez peut-être? On pêche pour manger, les palourdes, on ramasse les coquillages pour manger, et on pêche le poisson pour manger. Et voilà, on mange pas grand-chose et on a besoin de pas grand-chose pour être heureux dans la vie. Et le soir, il y a des conversations et des fêtes. Bref, l'été est le moment où les communes est heureuse. Je dois aller plus loin. Je ne peux pas rester. Il me semble que peu de gens partent d'ici. Le village ne fait pas que s'agrandir. Merci de ne pas m'avoir mis dehors, mais de m'avoir permis de filmer. Un autre villageois s'est approché de moi lorsque j'ai éteint la caméra et l'a retiré de l'air salin. Premièrement, il a dit que le village était fatigué des touristes. C'était comme une invasion de leur espace personnel. Puis il a dit que l'État n'est pas très content de l'existence de ce village et que cela devient de plus en plus difficile. Et j'ai parlé de deux communes similaires, les républiques d'Uzupi à Vilnius et Christiania à Copenhague, et qu'ils se battent beaucoup pour leur amour de la liberté. Malheureusement, les États tentent souvent de réprimer le désir des gens d'un mode de vie différent. Mais parfois, les communes gagnent. J'espère que le village de Boudiouc restera sur une carte du monde libre, où il y aura suffisamment d'espace pour tout le monde. Et j'espère que le prix de la liberté ne sera pas aussi enlevé qu'aujourd'hui, et que nous apprendrons enfin à respecter et apprécier nos voisins. C'est ainsi que savent déjà vivre les habitants du village de Boudiouc. Et les bons invités sont les invités qui peuvent partir alors. J'espère que moi ne suis pas en retard. Nous allons plus loin, vers les grandes Camargues. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Les Camargues sont aussi les taureaux. Et les taureaux signifient corrida. Oui, il y a une corrida ici. Des taureaux de race camarguais sont enlevés ici. Les voici.
Ils ne sont pas aussi grosses que le taureau espagnol, mais il y a aussi des taureaux espagnols ici. Mais ils ne sont pas facilement accessibles. Vous pourrez admirer les taureaux locaux de Camargue. C'est dommage qu'on ne puisse pas s'approcher d'eux. D'une part, c'est dangereux, et d'autre part, ils s'enfuient eux-mêmes de la clôture. Admire de loin. Bonjour, taureau. Bonjour. Pas d'élection, on y va plus loin. La Camargue est aussi célèbre pour le fait qu'ici, à l'état sauvage, on trouve les cheveux, des cheveux blancs, des races camarguaises. Les cheveux blancs sont des cheveux adultes, et les polons naissent foncés, puis deviennent blancs. Mes amis, la Camargue c'est aussi le sel. Le sel était extrait ici, à plutôt non extrait, mais séché de l'eau de mer. À cet effet, de nombreux réservoirs sont construits ici. Ils sont peu profonds, ils ressemblent à des flaques d'eau. L'eau de mer y est remplie. L'eau devient rose et sèche, mais le sel reste. Et voilà les montagnes blanches. J'aimerais pouvoir faire du snowboard sur les montagnes. Je touche du sel presque tous les jours à la maison. Mais c'est là la première fois que je touche les montagnes de sel. Montagne de sel. Montagne de sel. Il extrait le sel avec des tracteurs comme ça. Mais malheureusement, il me semble que cet équipement ne vit pas longtemps ici. Il rouille. On mange du sel et le sel adore manger du métal et mange très vite le tracteur. Les dents sont encore intactes. Du sel sur le bord du Rhône. Le sel est de ce côté et le Rhône est de ce côté. Le processus de livraison se déroule comme suit. Une péniche arrive ici, elle la charge ici, et plus loin de long du fleuve, les péniches livrent du sel. Seule les péniches risquent de rouiller à cause du sel. C'est comment s'est déroulé mon voyage en voiture en Camargue, qui est baigné par les mers Méditerranée, le Grand Rhône, le Petit Rhône. Et il y a beaucoup d'eau ici. Et ici, il y a peu de pluie et beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de vent ici. Et c'est magnifique. Il y a beaucoup de blancs ici. Les cheveux sont blancs, le sol est blanc. Et cela signifie qu'il y a beaucoup de sel. Et que le sel ronge les voitures. Je dois aller laver ma voiture. Et pour vous, mes amis, je souhaite que le sel ne ronge pas votre vie, mais lui donner un agrégat agréable.